Bonjour, Cécile Buzy et Laura Campion. Bonjour. Nous sommes toutes les deux juristes au sein de la société Agrumes. La société Agrumes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui édite un logiciel, le logiciel Agrumes, qui est composé de 3 volets. Le volet du vote électronique, le volet de gestion des procédures individuelles, de la conclusion du contrat à la rupture du contrat, et un volet de gestion des réunions du CSE. Donc, vous pouvez établir un calendrier annuel de vos réunions de CSE, préparer vos ordres du jour, vos convocations et vos procès-verbaux. Et il y a une nouveauté en cette rentrée. Nous sommes en train de développer le collectif. Vous allez pouvoir rédiger, grâce à notre logiciel, vos accords collectifs. Donc, la procédure est déjà implémentée et nous sommes en train de vous établir différents projets d'accords collectifs sur différents thèmes. Il nous a paru important aujourd'hui de vous parler des moyens pour sécuriser vos procédures de licenciement, parce que souvent on est interrogé sur voilà, aujourd'hui je voudrais licencier pour insuffisance professionnelle ou pour faute un salarié. Donc on a différentes questions qu'on vous pose. Donc on va vous reposer, vous redonner en fait le mode d'emploi des questions à se poser à chaque fois qu'on veut licencier un salarié, et aussi revenir sur les modes de preuve qui sont nécessaires pour justifier un licenciement, pour sécuriser vos litiges ultérieurs et limiter bien entendu vos coûts, parce que qui dit litige dit demande de condamnation, et donc il faut être en mesure de se défendre, et ce dossier il se prépare en amont de l'enclenchement de la procédure. Donc, on va d'abord vous faire une présentation. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions au fur et à mesure de notre présentation. On a deux collaboratrices, Fatimata et Célia, qui pourront répondre au fur et à mesure. Et nous, on reviendra à la fin pour reprendre ces questions-réponses. On s'accordera 10 minutes, un quart d'heure en fonction du temps de notre présentation. Donc, nous allons vous partager notre support. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien, que tout le monde nous entend bien. Donc, Laura va d'abord revenir sur les différentes questions à se poser quand on veut licencier un salarié. Donc déjà, il y a des questions concernant le salarié lui-même. Voilà, donc quand on vous rapporte une situation qui peut poser problème il y a différents points en fait à vérifier au tout début. Donc d'abord, vérifier l'ancienneté du salarié, parce que l'ancienneté, elle va conditionner à la fois le risque financier qui pourrait qui aurait lieu en cas de contentieux, et à la fois, plus le salarié a de l'ancienneté dans l'entreprise, alors, ça va faire évoluer la manière de construire le dossier de licenciement, en fait, et les preuves qui vont être à rassembler derrière, etc. On vérifie ensuite le statut du salarié, donc s'il est cadre ou non cadre, s'il a une protection qui serait liée à un mandat, donc est-ce qu'il est élu du CSE, est-ce qu'il est délégué syndical, parce que comme vous le savez, dans ce cas-là, il y aura une procédure particulière à respecter auprès de l'inspecteur du travail. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faut bien penser aussi au mandat extérieur, comme le mandat au conseil de prud'homme, par exemple. Oui, absolument. Ensuite, on vérifie le type de contrat, s'il s'agit bien d'un CDI pour procéder à un licenciement. Si le contrat contient des clauses particulières, comme une clause de non-concurrence, parce que ça va avoir une importance pour la procédure de licenciement.
S'il existe un contexte personnel connu du salarié, est-ce que par exemple, il s'agit d'un parent qui vient de perdre un enfant, ou quel cas il pourrait y avoir une procédure supplémentaire à respecter, ou encore s'il existe une protection particulière liée à un accident du travail, une maladie professionnelle ou la maternité, ce qui réduit le scope, on va dire, de possibilité de licencier le salarié. Oui, voilà. Parce que par exemple, pour un salarié victime d'un accident du travail, une maladie professionnelle, ils ne peuvent être licenciés que pour faute grave. Donc, ça limite le scope. Aussi, quand il y a certaines clauses particulières dans les conventions collectives qui prévoient une garantie d'emploi pendant une certaine durée. Donc, c'est pourquoi il est important de faire vraiment un état des lieux de la situation du salarié pour savoir si on peut vraiment débuter une procédure de licenciement avant même d'évoquer le motif. Absolument. Ensuite, une fois qu'on a fait cet état des lieux rapide sur la situation personnelle du salarié, on va venir identifier et qualifier les faits qui nous ont été rapportés. Donc là, on doit se poser deux questions principales, à savoir, est-ce que les faits sont imputables personnellement au salarié? Si c'est le cas, on peut envisager un licenciement. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas, en tout cas pas sur ces faits-là, aller plus loin. Et sont-ils constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, puisque tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, qui peut être ou un comportement fautif ou une insuffisance du salarié. C'est ce qu'on va chercher en fait à identifier à ce stade-là de la construction du dossier. Donc, l'essentiel, l'imputabilité des griefs, c'est très important. On peut se retrouver dans un cas où, par exemple, il y a une risque entre deux salariés. Par exemple, la sanction peut ne pas être la même pour les deux salariés. Il y a aussi un principe d'individualisation de la sanction. Donc, il y a une imputabilité, le degré d'imputabilité de ce qu'on reproche aux salariés et l'individualisation de la sanction. Par exemple, dans l'insuffisance professionnelle, par exemple, une insuffisance de moyens mis en place par le salarié peut être aussi due à un contexte économique et les gens consomment moins, donc les commerciaux auront moins de bons résultats. Donc, ça ne sera pas forcément lié à une insuffisance professionnelle. Donc, c'est vraiment l'imputabilité, c'est très important et les salariés viennent souvent remettre en cause la régularité de leur licenciement sur ce critère-là. Donc, une fois qu'on sait que les faits sont bien imputables à notre salarié, qu'on se trouve en face des faits, il faut définir s'il s'agit d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle. Donc, qui sont deux catégories à bien distinguer. Donc, on parlera plus tard plus en détail de l'insuffisance professionnelle, mais l'insuffisance professionnelle, c'est donc l'incapacité du salarié à remplir correctement ses fonctions. Et l'insuffisance professionnelle, elle n'est jamais fautive, donc ça ne relèvera pas d'un licenciement qui est disciplinaire. Donc, la procédure disciplinaire ne sera pas applicable, notamment, il n'y aura pas de prescription d'effets fautifs. À l'inverse, la faute, donc elle se définit comme le comportement du salarié qui serait contraire à ses obligations contractuelles. Elle peut avoir plusieurs degrés, donc la faute simple, la faute grave ou la faute lourde. La faute grave, vous le savez, c'est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors que la faute lourde va être celle qui, en plus, provient en fait, il y a une intention de nuire du salarié qui doit derrière être caractérisée. Donc c'est un cas qu'on retrouve très peu et qui est très rarement retenu. Voilà, c'est plus souvent la faute grave qui va être utilisée. À savoir que la faute grave et la faute lourde ne donnent pas droit au versement d'une indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis. Par contre, tous les licenciements disciplinaires donnent droit aux salariés au bénéfice de l'assurance chômage derrière. Si le comportement est fautif du salarié, on se placera sur le terrain disciplinaire et dans ce cas-là, on devra respecter la procédure disciplinaire et les règles relatives à la prescription des faits.
Donc, on vous a mis quelques exemples de fautes ou d'insuffisance professionnelle. La faute, ça peut être le vol, l'insubordination, là où l'insuffisance professionnelle va se révéler face à des erreurs techniques répétées. En fait, ce n'est pas un comportement volontaire du salarié. Il n'est juste pas capable de remplir ses missions comme il faut. Et du coup, Laura, un salarié peut très bien être insuffisant et commettre une faute. Et est-ce que je peux invoquer ces deux motifs? Oui, tout à fait. On peut invoquer deux motifs dans une même lettre de licenciement. Il faut par contre que ce soit deux motifs qui soient inhérents à la personne du salarié. Donc, ce n'est pas possible d'invoquer à la fois un motif économique et une faute ou une insuffisance. Mais on peut invoquer une faute et une insuffisance dans la même lettre, à condition qu'il résulte de faits distincts. Et s'il y a un motif disciplinaire, il faut respecter la procédure disciplinaire. Une fois qu'on a qualifié les faits, on va se poser la question, si on est dans le cas du coup d'un licenciement disciplinaire, de la prescription. Du coup, quels sont les éléments d'attention autour de la prescription? Alors, quand un salarié commet une faute, l'employeur ne peut sanctionner le salarié que dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance des faits, de la connaissance qu'il a des faits. Donc, si le salarié n'est pas sanctionné dans ce délai de 2 mois, alors il pourra invoquer la prescription des faits et son licenciement sera injustifié et il pourra obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages d'intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme vous savez, il y a le barème Macron, donc les dommages d'intérêt dépendent de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Donc, plus un salarié aura une ancienneté importante, plus le risque de condamnation est important pour la société. Ce délai de 2 mois démarre à compter de la connaissance exacte des faits par l'employeur. Souvent, dans les dossiers, il y a un problème de date de cette connaissance. Bien entendu, le salarié va tenter, dans le cadre d'un litige, il va prétendre que les faits sont prescrits. Donc, si on vous rapporte, si un manager rapporte des faits fautifs, il faut absolument lui demander, s'il vous le fait à l'oral, par téléphone, etc., demander à ce qu'il le confirme par écrit. Si un client se plaint, souvent un client se plaint par téléphone, il faut lui demander de confirmer sa plainte par email. C'est toujours par souci de rapporter la preuve, mais aussi par souci de dater la prise de connaissance des faits. Donc, ce délai de 2 mois, en fait, il va être interrompu à partir de la date de la convocation du salarié concerné à son entretien préalable. Donc, ce qui est important, c'est qu'on débute bien la procédure de licenciement dans le délai de 2 mois, partant à compter de la connaissance des faits. La connaissance des faits peut nécessiter une enquête interne. C'est-à-dire qu'on nous informe d'un début de fait, mais on a besoin de procéder à une enquête. Le délai de 2 mois va alors partir à compter de la remise du rapport d'enquête. Ça pourrait être notamment le cas quand on vous rapporte des faits de harcèlement. Avant de dire qu'il y a harcèlement, il va falloir aller enquêter, écouter l'auteur présumé des faits de harcèlement, écouter la victime, écouter différents témoins. Et à partir de là, on a un rapport d'enquête. Bien évidemment, là aussi, pour éviter un litige sur le délai de 2 mois, sur la connaissance exacte des faits par l'employeur, veillez quand même à ce que l'enquête rentre bien dans ce délai de 2 mois pour être sûr de ne pas avoir de litige à ce sujet-là. Il peut arriver qu'on vous rapporte des faits fautifs, mais que le salarié se mette en arrêt maladie, volontairement ou involontairement d'ailleurs.
Et souvent, la question qui se pose, c'est est-ce que mon délai de 2 mois est interrompu ou est-ce que je dois lancer ma procédure dans le délai de 2 mois à compter de la connaissance? Eh bien là, il ne faut pas perdre de temps. La maladie ne suspend pas le délai de 2 mois. Pour une incarcération. Alors, mon salarié commet une faute, il est incarcéré. Souvent, d'ailleurs, dans ces cas-là, il disparaît, on ne sait même pas où il est incarcéré. Est-ce que ça suspend mon délai de 2 mois? Non. Ça ne suspend pas, là encore, il faut engager la procédure. Il se pose la question, éventuellement, donc les faits pour lesquels on veut licencier le salarié peuvent faire l'objet de poursuites pénales. Alors attention, dans la motivation de votre lettre de licenciement, si vous voulez licencier le salarié pour des faits qui pourraient être susceptibles d'une qualification pénale, il est préférable de tenter de dissocier tant qu'on peut les faits pour lesquels on licencie des faits dont il fait l'objet de poursuites pénales, dans le cas, parce que ça évite le problème du résultat des poursuites pénales qui amènerait à une non-condamnation et la remise en cause éventuelle du licenciement. Donc, attention à bien distinguer, à ne pas viser de qualification pénale dans vos lettres de licenciement. Bon, et la question, c'est est-ce que les poursuites pénales peuvent interrompre ou suspendre le délai de 2 mois? Oui, elles peuvent suspendre à condition que les agissements qui font l'objet d'une poursuite pénale sont identiques aux agissements qui justifient le licenciement du salarié concerné. Donc ça, c'est les cas où notre délai de 2 mois est suspendu et on bénéficie d'un peu de temps. Donc là, on vous a dit qu'il y a une première étape qui est importante, c'est bien connaître son salarié pour connaître le degré de précision et de qualité des preuves et des pièces qu'on doit avoir. Donc, plus mon salarié est ancien, plus on devra avoir des preuves solides. On doit connaître aussi s'il bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement en cas d'ATMP, en cas de décès, par exemple, d'un enfant, d'un salarié. Enfin, il y a différentes questions à se poser. Ensuite, est-ce qu'on est sur le terrain de la faute ou un terrain non fautif, donc disciplinaire, non disciplinaire? Dans le cas disciplinaire, comme on l'a vu, il y a un délai à respecter pour engager la procédure, alors que pour l'insuffisance professionnelle, il n'y a pas de délai à respecter. Et donc maintenant, on va s'attarder sur les éléments à réunir pour constituer votre dossier. Bon, bien sûr, en amont, pour avoir une connaissance précise des faits et aussi pour constituer notre dossier avant le licenciement pour un éventuel litige, pour éviter ou limiter les risques de condamnation. Donc, Laura, sur qui repose en fait cette charge de la preuve avant tout? Alors, donc, pourquoi c'est important en fait de réunir les éléments de preuve en amont du licenciement? La charge de la preuve d'un licenciement, elle repose en tout ou partie sur l'employeur. Il y a notamment des cas comme celui de la faute grave ou de la faute lourde où l'employeur devra exclusivement prouver, lui, le motif qu'il a reproché à son salarié. Donc, en principe, la preuve, elle est libre devant le conseil de prud'homme, donc on peut apporter tous les éléments de preuve qu'on souhaite, mais il y a quand même des grands principes qui sont à respecter, à savoir que la preuve, elle doit d'abord être loyale, donc on ne peut pas, en principe, fournir une preuve qui a été obtenue par des stratagèmes ou des manœuvres. La preuve doit aussi être licite, donc respecter les lois et les règlements et ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié.
C'est les grands principes. Ensuite, le juge, il forme en fait sa conviction au vu des éléments qu'on va lui soumettre dans le cadre d'un contentieux, donc ceux qui sont fournis à la fois par l'employeur et à la fois par le salarié, et il va apprécier la régularité et la valeur probante de ces éléments et décider s'ils permettent en fait de fonder le licenciement qui a été prononcé. Si un doute subsiste, il profitera aux salariés. C'est un principe qui est essentiel et qui nous impose en tant qu'employeur de vraiment, si je puis dire, blinder les dossiers en termes de preuves pour ne pas se heurter à ce principe. Donc maintenant, on va voir les différents éléments de preuve qui sont à la disposition de l'employeur pour fonder un licenciement. Et le premier auquel on pense, ce sont les emails professionnels. Tu peux nous rappeler un peu les règles en la matière? Oui, absolument. Alors, les mails professionnels, donc c'est vrai que c'est des preuves qu'on retrouve souvent dans les dossiers pour fonder les licenciements et les expliquer. Donc, ils peuvent constituer des preuves valables s'ils ont été obtenus loyalement, comme je le disais précédemment, s'ils ont un lien avec l'activité professionnelle du salarié et ne portent pas atteinte à sa vie privée, et bien évidemment, s'ils sont pertinents pour démontrer les faits qui ont été allégués à l'appui du licenciement. À savoir que, en principe, un mail qui est issu de la messagerie professionnelle du salarié est présumé d'origine professionnelle, donc relevé de sa vie professionnelle. C'est seulement si le salarié indique qu'il s'agit d'une correspondance personnelle et qu'il l'indique clairement que ce mail va relever justement de sa vie professionnelle et ne pourra en principe pas être utilisé dans le cadre d'un litige. Pour opérer ce tri entre les mails professionnels et les mails personnels qui figurent dans la boîte mail du salarié, il peut être intéressant de recourir à un huissier. Ça a un coût, mais lui, il s'occupe de trier et de s'assurer que les preuves qui vont être produites en justice seront du coup recevables et ne feront pas débat, en fait. Exactement. Donc, on a déjà eu le cas où on a eu un doute sur le fait qu'un salarié faisait travailler en fait une entreprise qu'il avait créée lui-même, et donc on a dû avoir recours à un huissier qui a fait le tri sur sa boîte mail avec les mails professionnels personnels, mais aussi sur son disque dur. Et ça a permis de mettre en évidence qu'il avait fait travailler une entreprise qu'il avait constituée, et aussi qu'il avait transmis des informations, un listing de clients et de fournisseurs. Donc, ça peut être vraiment crucial pour que ces preuves soient incontestables, qu'un huissier vienne un peu objectiver la recherche de ces documents sur l'ordinateur du salarié. Il y a encore un autre élément, donc c'est les attestations des témoins qui sont beaucoup utilisées, et il y a quand même des conditions à respecter pour qu'elles ne soient pas attaquables en fait. Absolument. Donc oui, comme tu le dis, c'est des moyens de preuve qui sont très souvent utilisés, parfois difficilement obtenus parce que les salariés, par exemple, que vous pourriez vouloir faire attester, peuvent être réticents à l'idée d'attester contre un ancien collègue. Mais c'est des éléments qui peuvent être importants et qui respectent un formalisme bien défini pour justement ne pas pouvoir être attaqué par la partie adverse. Donc, vous verrez sur le support le CERFA de l'attestation de témoin qui doit donc en principe être utilisé à chaque fois pour un témoignage en justice. Sur la première page, le témoin doit renseigner ses noms, prénoms, date et lieu de naissance. Il est averti que cette attestation a vocation à être produite en justice. On lui rappelle les risques d'un éventuel faux témoignage, avec la mention manuscrite qu'il doit retranscrire pour être conscient en fait de ce risque-là. Élément important, si le témoin a un lien de parenté, d'alliance ou de subordination avec l'une des parties, il doit cocher la case oui sur l'attestation de témoin. Donc c'est important parce que
Ça permet d'informer en fait tout le monde de l'identité du témoin et de ses liens. Si vous faites témoigner un de vos salariés, cette case est importante car si le salarié ne la coche pas, l'attestation sera plus facilement remise en cause en face parce que ça va un peu remettre en cause son objectivité et la véracité des propos qu'il pourrait retranscrire. Au sujet de ces propos, le témoin ne doit relater dans l'attestation que des faits qu'il a personnellement constatés ou alors auxquels il a assisté. On ne peut pas rapporter de propos indirects dans une attestation en justice. C'est d'ailleurs un moyen qu'on utilise beaucoup pour contester notamment les attestations des médecins. Parce que les médecins, souvent, vous devez le voir dans vos dossiers, attestent que la maladie vient de faits de harcèlement, etc. Mais en fait, ils n'ont pas été témoins de faits de harcèlement, ils n'ont pas à donner de qualification à ces faits. Et donc, un grand nombre d'attestations sont contestées, en tout cas par les employeurs, pour cette raison-là, parce qu'il ne s'agit que d'un témoignage indirect. Voilà, absolument. L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de l'auteur, ce qui exclut en principe toutes les attestations qui sont dactylographiées. Et il faut bien penser à demander aux témoins la copie d'un document d'identité, parce que souvent ça manque dans les dossiers, il manque les cartes d'identité ou passeport. Voilà. Et ça décrédibilise l'attestation et ça peut permettre de la remettre en cause plus facilement. Si vous faites attester un salarié qui est encore en poste, c'est important que l'attestation soit corroborée par d'autres éléments, toujours pour éviter qu'elle soit remise en cause, que la remise en cause qui serait opérée par la partie adverse aille jusqu'au bout, parce qu'elle pourrait dire que le lien de dépendance économique peut affaiblir en fait l'attestation, donc il faut la corroborer par d'autres éléments. Et vous pouvez tout à fait faire et rédiger des attestations après le licenciement, même si, comme on le dit depuis le début, c'est important de se constituer son dossier en amont, donc ça peut être intéressant de faire attester les personnes qui seraient concernées dès qu'on a connaissance en fait, des faits qui sont reprochés. Mais Laura, dans un bon nombre de dossiers, on nous dit que les salariés ne veulent pas attester justement parce qu'on leur demande de s'identifier dans l'attestation et qu'ils ont peur des représailles. Est-ce qu'il y a une solution ? Alors, on a récemment, la Cour de cassation a récemment eu à se prononcer à ce sujet. Alors, en principe, le juge il ne peut pas fonder sa décision seulement sur des témoignages anonymes. Il peut en revanche se fonder sur des témoignages anonymisés, qui seraient corroborés par d'autres éléments. Alors, anonymisé, ça veut dire qu'on a rendu anonyme l'attestation a posteriori pour protéger son auteur qui justement pourrait se sentir en danger du fait d'avoir attesté en justice. Mais alors, parfois, on peut trouver l'hypothèse où on n'aurait pas d'autres éléments en fait, pour corroborer ces témoignages qui ont été anonymisés. Donc, ça a été le cas dans ce dossier-là, où on a un salarié qui a été licencié pour faute grave parce qu'il a adopté une attitude irrespectueuse et agressive verbalement et physiquement envers ses collègues. Pour fonder son licenciement, l'employeur avait à sa disposition le témoignage anonymisé de 5 salariés qui ont été recueillis par un huissier qui, lui, avait connaissance de l'identité, etc., des auteurs d'attestation. Et ces témoignages ont été déclarés recevables par les juges parce qu'ils étaient indispensables à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, qui est tenu d'assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs. Donc, face à cette situation, il était obligé de réagir. Et l'atteinte qui a été portée à la défense en fait, du salarié qui avait connaissance du contenu des attestations, mais pas de leur auteur, cette atteinte au principe d'égalité des armes, elle était proportionnée au but poursuivi, toujours donc de l'employeur de protéger les travailleurs et de se défendre, et de justifier son licenciement en justice.
Donc, on a vu ici qu'on pouvait utiliser les emails professionnels des salariés, les témoignages anonymisés, mais on a aussi d'autres outils qui peuvent être utilisés, alors que ce n'est pas forcément leur but à l'origine. Donc, il a été jugé récemment qu'il était possible d'utiliser les données issues d'un logiciel de gestion. Donc, normalement, le logiciel de gestion n'avait pas pour but de contrôler l'activité des salariés, mais il a été reconnu comme une preuve valable parce que ici on n'avait pas d'autres moyens dans cette affaire de prouver la faute des salariés. Ici c'était dans un centre d'appel. On avait des salariés qui ne prenaient pas autant d'appels qu'elles auraient dû, et on a cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, on s'est aperçu grâce au logiciel de gestion qu'il y avait un caractère volontaire dans le ralentissement de la prise des appels. Elle mettait des appels en attente alors qu'elles auraient pu prendre les appels. Donc, il y avait un caractère volontaire dans la diminution du rythme et donc de l'activité de l'employeur. L'employeur n'avait pas d'autre moyen que l'utilisation de ce logiciel. Donc, ça a été reconnu comme une preuve valable des faits qui étaient reprochés aux salariés concernés. Et en fait, oui, il y avait une atteinte à la vie privée des salariés. Enfin, une atteinte. Pourquoi il y avait une atteinte à la vie privée des salariés? C'est parce qu'on ne les avait pas informés que le logiciel de gestion pouvait permettre de contrôler leur activité. Mais là, on a considéré qu'il y avait une proportionnalité entre le but recherché, c'est-à-dire la protection des intérêts de la défense de l'employeur, et l'atteinte à la vie privée des salariés. Donc, vous voyez, dans certains cas, on peut utiliser, mais attention, c'est quand même sous réserve qu'on n'ait pas d'autres moyens de prouver les griefs. Alors, aussi, il y a le cas des fichiers qui sont sur la clé USB personnelle du salarié. Normalement, le principe, c'est que les fichiers, l'employeur n'a pas accès aux fichiers qui sont enregistrés sur la clé USB d'un salarié. On considère que ces fichiers appartiennent au salarié et lui sont personnels. Mais là encore, les juges ont vérifié la proportionnalité entre le but poursuivi, c'est-à-dire le droit de la défense de l'employeur, et l'atteinte à la vie privée du salarié. Et donc, il a pu être retenu, la preuve obtenue en lisant les fichiers dans cette clé USB a pu être retenue. Mais attention, là encore, notre recommandation, c'est d'avoir recours à un huissier indépendant assermenté qui fait le tri dans la clé USB pour les documents très personnels, des photos de vacances, et les documents qui peuvent permettre d'étayer en fait le licenciement. C'est très important, et ça permet d'objectiver, si vous voulez, votre preuve, et qu'elle soit inattaquable. Donc, la vidéosurveillance, là, c'est le même principe. La vidéosurveillance, normalement, donc déjà, il y a une information consultation préalable du CSE quand on est dans une entreprise de plus de 50 salariés
pour la mettre en place, on informe le salarié qu'il y a une vidéosurveillance. Normalement, la vidéosurveillance n'est pas là pour contrôler l'activité des salariés. Si c'était le cas, il faudrait en informer le salarié. Ici, c'est un cas particulier, on est dans une pharmacie d'officine. On avait un doute on avait un doute, alors il y avait 2 cas. On avait des doutes sur les méfaits de salariés. Dans un premier cas, on avait un audit qui nous avait permis de mettre en lumière les faits reprochés par la salariée. Donc, dans ces cas-là, les juges ont dit la vidéosurveillance, on n'en avait pas besoin. Donc, la preuve est illicite, on ne la retient pas. Dans l'autre cas, en fait, il n'était pas possible avec un audit de mettre la lumière sur les faits reprochés à la salariée. Et il a fallu visionner les vidéos de la vidéosurveillance pour vérifier qu'il y avait bien un détournement de marchandises dans la pharmacie. Et donc là, comme il n'y avait pas d'autre moyen de prouver les méfaits ou les griefs retenus contre la salariée, cette preuve a été retenue. Donc, si vous avez des doutes sur les éléments de preuve que vous avez, en fait, il faut bien tout conserver et vérifier l'opportunité ou non de produire justement les images de vidéosurveillance, vérifier si on a un autre moyen de prouver ou pas, et ne pas se dire, bon, je n'ai que ma vidéosurveillance, donc je ne peux pas. Avant, c'était systématiquement rejeté. Maintenant, il y a une tolérance. Et en fonction d'un équilibre, en fait, si vous voulez, entre le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense de l'employeur. Donc, ce qui élargit un peu le champ des possibles pour justifier les licenciements, heureusement. On a d'autres éléments de preuve, donc Laura, les enregistrements. Alors, les enregistrements. Donc, l'enregistrement peut constituer une preuve recevable s'il a été réalisé en toute connaissance de cause de tous les participants à cet enregistrement. Donc, en fait, si l'enregistrement est réalisé à l'insu de quelqu'un, on considérera que c'est une preuve qui est déloyale et donc elle sera en principe irrecevable devant le juge. Maintenant, donc une conversation téléphonique, si j'ai informé du coup tous les participants à la conversation qu'elle est enregistrée, elle ne sera pas déloyale et pourra servir à fonder mon licenciement. Un SMS ou un message vocal pourra toujours en fait servir de preuve et sera considéré comme recevable dès lors que le destinataire ou l'émetteur d'un SMS, plutôt l'émetteur du coup, ne peut pas ignorer que le SMS va être enregistré par son destinataire. Donc on considère que c'est pas obtenu à son insu et ça peut constituer une preuve valable pour fonder le licenciement. Mais comme en matière de vidéosurveillance, on a un peu maintenant une tolérance qui est appliquée par les juges. Donc, on opère une mise en balance entre le droit à la preuve de l'employeur et le respect de la vie privée du salarié. Et une preuve qui serait déloyalement obtenue, donc notamment par un enregistrement à l'insu d'un salarié, pourrait être recevable en justice si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, donc que je n'ai pas d'autre moyen de prouver mon licenciement et que l'utilisation de cette preuve, que l'atteinte à la vie privée du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi par l'employeur. Mais d'ailleurs, dernièrement, dans un contentieux qui donnait raison à un salarié, l'enregistrement à l'insu de l'employeur de ce qui s'était dit à l'entretien préalable avait été reconnu comme étant une preuve valable pour le salarié. Donc, faites très attention
à ce que vous dites, quand il y a un portable sur la table, vous pouvez vraiment être enregistré, ça sera retenu. Et cette fois, je vous alerte dans le sens inverse, ces enregistrements-là par les salariés peuvent être utilisés. Donc, on vous recommande vraiment, pendant les entretiens préalables, même si vous avez envisagé de signer une transaction, n'en parlez pas. Hein. Parce que ça peut être retenu contre vous, très exactement. Absolument, oui. Il faut être très vigilant à tout ce qu'on dit maintenant face à cette tolérance des juges. Alors, autre élément de preuve qui peut servir ou non à fonder un licenciement, c'est donc les éléments qui seraient issus des réseaux sociaux. Alors, pour illustrer un peu tout ça, on va reprendre deux grands arrêts qui nous permettent d'expliquer les choses. Donc, vous connaissez en grande partie l'arrêt Petit Bateau. Donc là, nous avons une salariée qui a publié une photo sur son compte Facebook qui était accessible à ses amis de la collection future de la société. Donc, cette salariée a été licenciée pour faute grave et l'employeur a apporté comme élément de preuve en justice donc la dite photo, la liste des amis qui y ont eu accès, dont certains étaient des concurrents de la société. Donc, tout d'abord, les juges se sont posé la question sur la loyauté de cette preuve. Il s'avère que cette preuve a été transmise en fait par une collègue de la salariée. Et donc, la preuve a été jugée loyale car l'employeur n'a pas usé d'un stratagème pour l'obtenir puisqu'on lui a simplement transmis. En revanche, cette preuve porte atteinte à la vie privée de la salariée puisqu'elle est issue de son compte privé, mais elle a été jugée recevable par les juges car elle était indispensable à l'exercice du droit à la preuve, encore une fois, comme pour les modes de preuve précédents, puisque c'était le seul moyen pour l'employeur de prouver que la salariée avait gravement manqué en fait à son obligation de confidentialité. Et l'atteinte à sa vie privée était donc proportionnée au but poursuivi par l'employeur, donc de la défense de ses intérêts, mais également de la confidentialité de ses affaires. À l'inverse, donc dans un autre arrêt qui a été plus récent, toujours donc en lien avec une preuve qui a été tirée de Facebook. Donc là, c'est un salarié qui n'est pas à son poste, il est absent et son remplaçant en fait tombe sur une conversation privée de ce salarié qui avait laissé son compte Facebook accessible en fait, sur l'ordinateur professionnel. Cette discussion révèle que le salarié absent tenait des propos insultants envers son supérieur hiérarchique et un de ses collègues. La discussion a été transmise à l'employeur qui procède au licenciement pour faute grave de ce salarié. Là, les juges vont nous dire qu'en fait, la question n'est pas tant la question de la recevabilité de la preuve, mais la question du fait qu'on ne pouvait procéder au licenciement disciplinaire de ce salarié, puisque cette conversation privée sur Facebook est un motif tiré de sa vie personnelle et ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire puisqu'on ne peut pas le rattacher à sa vie professionnelle ou à une obligation qui découlerait de son contrat de travail. Donc là, au-delà de la preuve, le licenciement n'est pas justifié car il ne pouvait être disciplinaire. Donc, il faut faire vraiment attention aux preuves qui peuvent provenir des réseaux sociaux, à bien vérifier au-delà de la licéité ou de la loyauté de la preuve, qu'on peut rattacher ces éléments en fait à la vie professionnelle du salarié pour constituer un licenciement disciplinaire. Donc, si on retient sur les éléments de preuve, il faut que ma preuve, je l'obtienne d'une manière loyale. Donc, est-ce que je pouvais avoir accès, moi, en tant qu'employeur, aux documents? Est-ce que c'est un document professionnel ou qui relève de la vie personnelle du salarié? Ensuite, se pose la question de la licéité de ma preuve. Par exemple, la vidéosurveillance, est-ce que ma preuve est licite?
Si elle n'est pas licite parce que je ne remplis pas la condition d'information du salarié, les juges acceptent de vérifier si l'atteinte à la vie privée du salarié ou l'atteinte à une autre règle est proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire est-ce que cette atteinte à un droit du salarié est proportionnée par rapport à mon droit de la défense, c'est-à-dire est-ce que mon droit de la défense est suffisant pour justifier cette atteinte et pour rendre ma preuve recevable. Donc, si vous avez, ce qui est important là, c'est que si vous êtes accompagné par un avocat, c'est de ne surtout pas, comment dire, vous restreindre vous-même, c'est-à-dire apportez-lui tous les éléments que vous avez en votre possession et lui fera la part des choses et vous dira ce qu'il peut ou non communiquer dans le cadre de votre contestation au regard de tous les éléments qu'on vous a exposés. Donc, on s'est beaucoup attardé sur les différents moyens de preuve. On voulait revenir aussi sur un autre élément, c'est l'insuffisance professionnelle. Parce qu'en fait, on a les éléments de preuve, donc généralement, là, ça relevait plus de la faute, mais l'insuffisance professionnelle, c'est un salarié qui n'exécute pas d'une manière appropriée en fait son travail et qui est dans l'incapacité de donner satisfaction dans l'accomplissement de ses missions. Et c'est souvent un motif qui est invoqué. L'insuffisance professionnelle n'est pas fautive, il n'y a pas une volonté délibérée de devenir mauvais dans son travail. On n'est pas mauvais, on devient mauvais dans son travail. Et donc, le problème, c'est que si vous avez un salarié qui a une grande ancienneté et que vous avez toléré cette insuffisance professionnelle, dans ces cas-là, vous avez un risque que son licenciement soit reconnu comme étant injustifié. Un salarié qui a une grande ancienneté, va falloir prouver que vous l'avez alerté sur la baisse de qualité de son travail, que vous lui avez donné des objectifs simples, précis, concrets à suivre et qu'il y a eu un suivi. Donc, c'est très important de retenir 3 choses dans le cadre de l'insuffisance professionnelle. C'est quand il y a une baisse de qualité de travail d'un salarié, tout de suite l'alerter, mais pas l'alerter simplement à l'oral. Il faut écrire, c'est très important parce qu'après, le nombre de licenciements pour insuffisance qui ne sont pas justifiés en raison de ce manque-là. Il faut aussi former parce que si vous ne respectez pas votre obligation de formation, votre licenciement peut être considéré comme injustifié et il faut un suivi managérial. Donc, il faut former vos managers à la procédure à mettre en place en cas d'insuffisance d'un salarié. Un salarié peut devenir, pour différentes raisons, insuffisant à un moment T dans sa carrière. On peut lui tendre la main pour, surtout s'il a beaucoup d'ancienneté, pour améliorer ses performances. Et cette main tendue peut vous amener à redresser la situation, mais cette main tendue peut aussi vous aider à étayer un dossier dans le cas où le salarié n'améliorerait pas ses performances et serait insuffisant. Pour vous donner un des exemples d'insuffisance, c'est par exemple, c'est plus facile avec les commerciaux, mais un commercial a une baisse de résultats, donc on ne peut pas le licencier juste pour une insuffisance de résultats, mais on peut le licencier s'il n'a pas mis tous les moyens nécessaires et indispensables pour atteindre ses résultats, c'est-à-dire son insuffisance professionnelle, c'est qu'il n'a pas mis en place tous les moyens nécessaires pour obtenir des nouveaux contrats et pour développer du chiffre d'affaires. Et donc,
Et donc, la différence, elle est là. C'est, par exemple, il n'a pas assez fait de rendez-vous clients en comparaison aux autres commerciaux. Il n'a pas assez identifié de leads. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et donc là, ce que vous pouvez utiliser, c'est la comparaison à secteur d'activité égaux, à périmètre égal. Comparer l'activité entre différents salariés. Alors, je ne lis pas mes slides volontairement parce que je vois l'heure qui tourne, il est 11h50, mais je vous ai donné les principales idées. Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans les dossiers. On veut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle, mais un manque de courage managérial, je dirais, a conduit à verser quand même une prime sur objectif. Alors, sachez qu'un salarié qui est licencié pour insuffisance professionnelle au mois de juin, à qui on n'a rien dit, à qui on a versé une prime sur objectif avec des objectifs individuels au mois de janvier, vos licenciements, il y a de grandes chances qu'ils soient injustifiés. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Un licenciement pour insuffisance professionnelle, ça se construit surtout si vous avez un salarié qui a une grande ancienneté. Il y a aussi un autre cas qui peut se voir, c'est un salarié, alors le risque, vous me direz, il est minime parce qu'il n'y a pas une grande ancienneté, mais un salarié qui a été engagé, qu'on vient de valider pour un cadre, par exemple, sa période d'essai de 4 mois, le 5e mois, le licencié pour insuffisance professionnelle, votre licenciement, il ne sera pas justifié. Bon, après, on peut prendre le risque parce qu'il y a une ancienneté peu importante. Mais vous voyez ce que je veux dire. Les éléments qui pourraient montrer qu'on est satisfait du travail du salarié entraînent une condamnation de l'employeur pour licenciement injustifié. Donc, l'un des éléments pour construire le suivi de la performance, c'est le plan de performance individuel. Vous avez dû tous en entendre parler. Et il y a aussi les entretiens individuels qui sont très importants, les entretiens de fin d'année. Ne dites pas à un salarié que vous êtes content de son travail si vous n'êtes pas content. C'est très important parce que dans les contentieux, on retrouve ces entretiens individuels. Donc, les promotions, les augmentations, c'est pareil. Ça sera utilisé pour prouver que le licenciement n'est pas justifié. Après, donc oui, sur le contexte de l'insuffisance, on voulait juste simplement attirer votre attention que en cas de contentieux, dans le cadre d'une insuffisance, ce sera pris en compte le contexte, si le salarié est malade, si le salarié est en surcharge de travail. Donc voilà, ça se construit, un licenciement pour insuffisance professionnelle. Je suis désolée, on est obligé d'accélérer. Assez rapidement, du coup, mais juste pour attirer votre attention là-dessus, donc comme on le disait précédemment, dans ce contexte de tolérance et de libéralisation de la preuve, etc., il faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on écrit, parce que donc récemment, au mois de juin, vous avez dû le voir passer, mais la Cour de cassation s'est prononcée sur l'accès aux mails professionnels des salariés. Donc un salarié peut demander à avoir accès aux messages de sa messagerie professionnelle. Ce sont des données à caractère à caractère personnel, donc il a le droit d'y accéder. La seule exception en fait à ce droit d'accès serait si la communication porte atteinte aux droits et libertés des tiers, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, tout comme le fait que pour se défendre en justice, un salarié peut tout à fait produire des documents auxquels il a eu accès lors de l'exercice de ses missions sans violer son obligation de confidentialité et sans se rendre coupable de vol. Donc, si jamais il les a obtenus par l'intermédiaire d'un vol. Donc, c'est vraiment juste pour que vous gardiez ces éléments en tête assez rapidement. Ensuite,
une fois qu'on s'est posé donc les questions qu'on vous a rappelées en premier, qu'on a réuni les éléments de preuve et qu'on sait un peu comment constituer notre dossier, avant de choisir la procédure qu'on va utiliser, analyser le risque qui est encouru en cas de contentieux. Donc attention aux nullités du licenciement. Donc là, il faut se poser la question du contexte qui entoure le licenciement. Est-ce que le salarié pourrait invoquer une situation de harcèlement ou une discrimination et donc solliciter les conséquences indemnitaires en matière de nullité du licenciement, à savoir 6 mois minimum d'indemnité, ou alors carrément obliger l'employeur à le réintégrer dans l'entreprise. Donc, c'est quand même des conséquences qui peuvent être importantes. Ensuite, on peut évaluer le risque en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. On vous le disait au début, là, il faut regarder le barème Macron. Mais ça permet d'avoir une idée chiffrée du risque. Et attention aussi aux demandes annexes qui pourraient être formulées par le salarié dans le cadre d'un contentieux. En fait, il pourrait profiter de ce contentieux lié à son licenciement pour contester son forfait jour, demander des dommages et intérêts s'il estime que l'employeur a violé son obligation de sécurité, demander le paiement d'heures supplémentaires. Voilà, toutes ces demandes annexes en fait qui pourraient être ajoutées par le salarié. Et attention, hein, le rappel d'heures supplémentaires, c'est quand même une demande classique, mais c'est quand même une demande qui peut coûter cher aux employeurs. Donc, c'est pas négligeable. Voilà, absolument. Ensuite, donc une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on va appliquer la procédure la plus adaptée qu'on a décidée. Donc là, soit le licenciement pour motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle dans notre cas. Et on voulait juste attirer votre attention sur quelques points pour éviter en fait les pièges classiques de la procédure. Donc, notamment par rapport à l'entretien préalable, si on se situe sur un licenciement pour motif personnel, donc là, que ce soit fautif ou de l'insuffisance professionnelle, vous devez respecter un délai de 5 jours ouvrables entre la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable et la date de l'entretien préalable. Ce délai, il se compte à partir de la première présentation de la lettre. Donc, il faut intégrer ce délai, en fait, dans le délai que vous allez calculer de base. Pensez à prévoir large pour anticiper les éventuels jours fériés qui se situeraient dans la période proche, les délais postaux, parce que l'acheminement postal du courrier peut être plus ou moins long en fonction de l'endroit de France où on se situe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas prévoir 5 jours tout pile. Voilà. Ensuite, faire attention au report de l'entretien parce que le report de l'entretien peut avoir un impact sur le fait de respecter un nouveau délai de 5 jours ou pas. Si l'entretien est reporté à l'initiative du salarié ou de l'employeur qui agit en raison de l'état de santé du salarié, il n'est pas obligatoire de respecter un nouveau délai de 5 jours. Il suffit simplement d'avertir le salarié en temps utile des nouvelles dates et heures d'entretien pour qu'il puisse préparer sa défense. C'est un peu l'objectif, c'est l'objectif de ce délai de 5 jours. Si l'entretien est reporté à l'initiative de l'employeur, qui lui seul décide de reporter, dans ce cas-là, il est recommandé de respecter un nouveau délai de 5 jours. Voilà, donc attention à tous à ces délais-là au début de la procédure. Et juste petit aparté, sur le licenciement disciplinaire, vous devez peut-être entendu le débat autour de la nécessité ou pas d'informer le salarié de son droit de se taire lors de l'entretien préalable afin qu'il ne s'auto-incrimine pas. Le Conseil constitutionnel a tranché très récemment, il n'y a pas de droit de se taire, donc vous n'avez rien à modifier dans vos pratiques ou dans les procédures que vous menez à ce sujet-là. Il n'y a pas d'obligation d'informer le salarié qu'il a le droit de se taire. Mais vous verrez qu'en pratique, c'est souvent le cas. Dans les entretiens préalables, les salariés se taisent ou nient simplement l'intégralité des faits. Absolument. Ensuite, un petit focus sur les 2 grands délais autres que ceux qu'on a déjà rappelés à respecter dans le cadre d'un licenciement disciplinaire. Vous ne pouvez pas notifier un licenciement disciplinaire moins de 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Donc, il faut faire attention à ce délai-là. Et vous ne pouvez pas le notifier plus d'1 mois après le jour de l'entretien.
Ce délai d'1 mois maximal pour notifier le licenciement n'est pas suspendu par la maladie, les congés payés ou les accidents du travail, maladies professionnelles. Donc, il faut faire attention à ça. Et si le report de l'entretien préalable a été décidé à la seule initiative de l'employeur, le point de départ de ce délai d'1 mois, ce sera la première date qui avait été prévue pour l'entretien préalable. À l'inverse, si l'entretien est reporté à la demande du salarié, c'est la seconde date qui fera partir le délai. Et pour terminer très rapidement, attention à la rédaction de vos lettres de licenciement. Si vous vous placez par exemple sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, ne surtout pas employer de vocabulaire qui aurait un lien avec un comportement fautif. Envoyez vos lettres de licenciement par lettre recommandée. Et attention au licenciement verbal. On n'annonce pas au salarié par téléphone qu'il va recevoir une lettre de licenciement, même si la lettre est envoyée le jour même. Et on ne demande pas au salarié de rendre ses moyens d'accès à l'entreprise ou ses dossiers avant la notification de son licenciement. Sinon, on encourt un licenciement verbal et donc qui sera reconnu sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires qui y sont afférentes. Voilà pour le tour qu'on voulait faire sur la construction de ce dossier de licenciement et les éléments de vigilance qui doivent attirer votre attention. C'est dense, donc il y a plein de choses à dire. Et, Nous vous remercions tous parce que vous êtes restés tous connectés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et si vous avez des besoins particuliers, des idées de thèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous serons très contents d'adapter le contenu de nos webinaires à vos besoins. Merci. Merci à tous, bonne journée.